Bonjour à tous. Je crois qu'on peut commencer le webinaire. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire du programme voulu par Crystal Chain, Soyons clairs. Évoluer dans un monde où les mots et les slogans des publicités cohabitent avec réglementation et souci de traçabilité n'est pas simple. On peut le voir tous les jours. Donc, n'allons pas croire que ce soit d'ailleurs plus simple pour les acteurs des secteurs mode, habillement, agroalimentaire, etc., que pour les consommateurs. Donc, chez Crystal Chain, nous avons développé des outils qui nous permettent factuellement de retracer l'ensemble du process de fabrication dans la mode ou l'agroalimentaire et même l'économie circulaire. Donc, c'est à partir de ces données que nos clients appuient leur démarche de responsabilisation et de démarche RSE. C'est naturellement que nos expertises se sont rapprochées de celles du cabinet Osborne Clark que nous accueillons aujourd'hui. Donc, nous allons démarrer ce webinaire. Nous avons la chance donc d'avoir Sophie Pinière, fondatrice et CEO de WeTurn, qui va modérer et animer cet échange. Je vous propose de garder les questions pour la fin du webinaire. Vous pouvez les inscrire au fur et à mesure des questions. Donc, vous avez un onglet dans questions QR. Vous les inscrivez et on les posera oralement à la fin. Voilà. Donc, Sophie, je vous laisse la main. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Karine. Bonjour à tous. Donc Sophie Pinière, je suis la fondatrice de WeTurn. WeTurn est une jeune entreprise qui existe depuis 2 ans maintenant. On a créé une filière de recyclage dédiée essentiellement aux déchets textiles pré-consommation, donc tout ce qui est chute de production, tissus protégés et invendus, donc tout ce qui a été détruit et que nous collectons et recyclons en nouvelles matières premières, donc dans une logique de boucle fermée. Et aujourd'hui, nous sommes le seul acteur dans l'économie circulaire qui a intégré tous les métiers dans sa filière. C'est-à-dire qu'on assure la collecte, le démantèlement, le recyclage et ensuite l'éco-conception pour une remise sur le marché. C'est le seul moyen aujourd'hui de garantir la traçabilité et de mesurer l'impact d'une matière recyclée. Et donc, à cet effet, on travaille avec différents acteurs de l'écosystème, d'une part pour optimiser, pour mapper tous nos flux de toute la filière et donc ce sur quoi on travaille avec Crystal Chain, donc optimisation de tous nos flux logistiques. Et nous travaillons avec d'autres acteurs sur de la traçabilité comme Fairly Made sur l'impact et l'affichage environnemental. Et aujourd'hui, je suis très fière d'animer ce webinaire. Donc, je vous propose que nous démarrions par une rapide revue des mesures réglementaires avec un focus particulier sur la loi AGEC. Et donc, nous verrons comment la traçabilité peut faciliter le bon respect de ces récentes ou futures obligations et quels en sont les différents outils et ceux qui les différencient. On abordera aussi des sujets pratiques découlant de la mise en œuvre de cette traçabilité, donc par exemple la valeur juridique des traces ou des QR codes, comment éventuellement éviter des sanctions, etc. etc. Donc, dans un premier temps, ma première question se tourne vers Maître Peltzman. Donc pourriez-vous revenir rapidement sur les obligations applicables à partir du 1er janvier 2023, et notamment pour le secteur textile, habillement, en faisant un focus bien sûr sur la loi AGEC. Écoutez, merci Sophie, bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. L'idée peut-être avant de parler de 2023, c'est de donner une image et une idée de ce qu'est la loi AGEC, parce qu'on en entend beaucoup parler, on ne sait pas exactement quel est l'esprit derrière cette loi AGEC, et je pense que c'est important de comprendre ce qui a été voulu pour pouvoir anticiper et mettre en place le contenu de cette loi. Donc AGEC, c'est quoi? AGEC, c'est anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une loi qui a été votée en 2020, mais qui, depuis 2017, faisait déjà l'objet de nombreux débats. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi AGEC? C'est l'idée d'avoir une économie circulaire qui est mise en place, alors qu'avant, on avait une production qui était linéaire. L'idée est maintenant d'impliquer tous les acteurs de la chaîne de production d'un produit, que ce soit donc le producteur qui va mettre sur le marché, mais aussi le consommateur qui va détenir le produit et en bout de chaîne, les éco-organismes ou les systèmes individuels qui vont traiter le déchet une fois que le consommateur n'en voudra plus. Et donc, l'idée, c'est que cette linéarité devienne une circularité et désormais, le producteur doit anticiper le déchet pour créer une sorte d'éco-design de son produit, générer le moins de déchets possible. Le consommateur, lui, doit être informé. Et c'est ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est les modalités d'information du consommateur sur la gestion de ce déchet. Et puis, in fine, en fin de boucle, c'est tous les opérateurs de la gestion du déchet, dont là, on ne va pas beaucoup parler, que sont entre autres les éco-organismes. Alors, depuis 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Cette boucle, elle s'est de plus en plus mise en place. Cette boucle, elle s'est de plus en plus étoffée avec la création donc
et la mise en place de nouvelles filières pollueurs-payeurs. Donc, on a de nouvelles filières dans l'économie circulaire comme le jouet, le sport, le bricolage, les matériaux de construction et d'autres qui ont vu le jour et qui sont effectives, qui seront effectives depuis 2022 et dont les exigences vont se transformer en 2023. Et puis, on a aussi des interdictions qui ont été mises en place, des interdictions notamment sur l'usage de certains plastiques à usage unique. Donc, ça a commencé depuis 2021, mais ça s'étoffe en 2023. Et enfin, des nouveaux outils pour mieux contrôler et sanctionner éventuellement ce qui ne serait pas mis en place en conformité avec la loi GEC, avec des sanctions qui se sont renforcées. Mais en parallèle de ces sanctions, on a un soutien de certaines entreprises dans leur démarche d'éco-conception. Donc, c'est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire imaginer un produit qui est moins générateur de déchets avant qu'il soit mis sur le marché, avec des systèmes qui peuvent être incitatifs de type bonus-malus pour les producteurs de déchets. Et enfin, on va avoir dès 2023 un accompagnement renforcé des citoyens dans leurs pratiques de consommation et avec ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va devoir être incorporé en termes de matières recyclées, de réemploi, de recyclabilité des produits dans le produit final. Et toute cette information aujourd'hui, et donc dès le 1er janvier, elle va s'intensifier et c'est cette notion de traçabilité qui va nous intéresser essentiellement. Alors, j'espère avoir pas été trop long, mais l'idée vraiment, c'était de pouvoir présenter cette volonté de circularité pour anticiper aujourd'hui et focuser aujourd'hui sur l'information que va être celle du consommateur pour que celui-ci puisse comprendre quel produit il achète, comment il l'achète et qu'est-ce qu'il va devoir en faire à la fin. Voilà. Merci, Johanna. Donc désormais, avant de voir comment la traçabilité peut aider donc, à respecter les mesures réglementaires, est-ce que pourriez-vous chacun me donner une définition de ce qu'est la traçabilité, Augustin et Maître Belzman? Augustin, je vous laisse peut-être… Je vais commencer effectivement. Il y a une définition que nous donne Paris Good Fashion de la traçabilité. La traçabilité, ça correspond à la capacité d'identifier et de retracer l'historique, la distribution, la localisation et l'utilisation de produits et de composants de matières premières. Bon, ça, c'est la définition théorique. Sortons maintenant du théorique. Je vais parler ici plutôt de l'expérience de Crystal Chain et de nous, ce qu'on fait de la traçabilité. Lorsqu'on a commencé nos activités, la traçabilité, ça consistait à suivre tout au long de la chaîne de valeur la transformation des matières premières en produits finis. Et ensuite, on montrait ces informations aux clients finaux, en boutique, donc via un QR code généralement, ou sur les sites marchands des marques. Bon, cette utilisation de la traçabilité, elle existe toujours. Elle se déploie de plus en plus d'ailleurs, et elle va continuer à se déployer, en particulier avec ce qu'on va avoir au travers des fiches produits AGEC, dont Maître Pelzman va nous parler probablement juste après. Au-delà de ça, on voit que depuis 2 ans, on a de plus en plus de nos clients qui veulent que la traçabilité soit vraiment le socle pour le pilotage de leur stratégie RSE. Pourquoi? Parce qu'on vient associer à la traçabilité les éléments autour du bien-être animal. On travaille sur des filières de laine, de cachemire, donc on a besoin de s'assurer que des animaux sont potentiellement bien traités. On a des éléments autour de la déforestation qu'on peut intégrer. On en parlera plus tard au travers des nouvelles réglementations européennes. On a des sujets, on peut capter des informations sur les droits humains et sociaux, mais aussi des informations pour le calcul de l'impact environnemental spécifique d'un produit. Donc, in fine, on va avoir une traçabilité qu'on appelle augmentée, qui va permettre de répondre à différentes thématiques. Donc, on répond beaucoup aux thématiques de protection de marque et valorisation de marque, donc protection plutôt d'un scandale, en s'assurant que tout est maîtrisé sur nos filières. On va pouvoir piloter l'impact environnemental de nos filières, mais on a aussi le sujet de la conformité réglementaire qui arrive là en 2023 et puis qui va a priori s'étendre. Je vais parler d'un petit exemple parce que là, bon, je suis un peu sorti du théorique, mais on est quand même encore dans le théorique. On a travaillé dans des filières laine très haut de gamme. La traçabilité qu'on a mis en place, elle va des éleveurs qui sont en Australie, en Argentine, en Uruguay. Donc, on va des éleveurs jusqu'à la fabrication des vêtements. On passe par les transformateurs qui sont en Chine et les filateurs qui sont en Italie. Bon, là, on a les informations de traçabilité, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la chaîne d'approvisionnement? On connaît l'origine des matières. On connaît les acteurs qui interviennent sur la filière. On peut faire des contrôles de cohérence de volume. Bon, c'est déjà pas mal. Mais s'il y a un objectif derrière de protection de marque, de pilotage de l'impact environnemental, on a besoin d'en savoir plus. C'est pour ça qu'on ajoute des résultats d'audits sociaux, des informations sur le bien-être animal, des données spécifiques d'activité environnementale, ce qui permet d'avoir une filière complètement maîtrisée.
Et j'en profite parce qu'en fin de compte, c'est vrai que cette filière maîtrisée, c'est exactement l'esprit des textes et des lois. La loi AGEC, malgré les 96 décrets qui ont été adoptés pour l'application de cette loi, et on en attend encore bien d'autres, donc c'est vraiment une complexité folle, on n'a pas de définition de la traçabilité très précisément. On a dans un décret qui nous intéresse particulièrement ici sur les informations en matière de caractéristiques et qualité environnementale du produit, une ébauche dans un article qui a une trentaine d'alinéas, donc c'est un article très volumineux, un passage sur la traçabilité uniquement dédié au monde de l'habillement, des chaussures et des produits textiles. Et donc, qu'est-ce que nous dit cet article qui est issu de la loi AGEC? Il nous dit que l'information du consommateur en matière de traçabilité s'étend à l'indication, je lis, géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes. Et donc, les opérations qui sont citées et pour lesquelles il faut qu'il y ait une traçabilité dans l'habillement et le textile sont le tissage, la teinture et l'impression, la confection. Et pour les chaussures, on va avoir le piquage, le montage et la finition. Et donc, on demande que ces informations soient exprimées sous la forme d'une mention pour chaque étape du pays où celle-ci a été réalisée. Et donc là, ce qu'expliquait Augustin, on voit bien, c'est exactement ce que demande le texte. En fin de compte, on n'a pas beaucoup plus de précision sur cette finalité en matière de traçabilité dans le monde de l'habillement. Mais ce qu'on comprend, c'est voilà, c'est l'idée que le consommateur puisse, avant l'acte d'achat, avoir une information précise sur le lieu de tissage, la teinture, la pression, la confection, géographique du pays. Et cette obligation, en fin de compte, de traçabilité, puisqu'elle est prévue dans le code, elle se comprend en plus de l'obligation des fiches produits. Et là, je vais rentrer un peu dans ce qui avait été annoncé sur les fiches produits. Les fiches produits, c'est la volonté aujourd'hui par le législateur français que le consommateur puisse disposer, encore une fois, avant de l'acte d'achat, avant d'acheter le produit, de tout un tas d'informations très précises sur le produit et ses composants et surtout la recyclabilité de ce produit et le contenant en matière de développement durable de ce produit. Et donc, ce sont ces nouvelles fiches qui aujourd'hui viennent complexifier la donne des producteurs puisqu'elles contiennent nécessairement un grand nombre d'informations. Et ces informations, on ne sait pas toujours comment les orienter. Et donc, une solution de traçabilité peut aussi permettre au consommateur de s'y retrouver au moment où il va acheter et comprendre en fait de quoi est fait son produit, comment il est fait et si on peut revendiquer un pourcentage de recyclabilité ou autre dans le produit. Donc, voilà l'idée en fait aujourd'hui, c'est que la traçabilité, en fin de compte, elle n'est pas définie de façon globale, elle est ponctuelle et sectorielle essentiellement pour le monde du textile et de l'habillement. En revanche, on a pour tous les producteurs, que ce soit le food, les emballages, toutes les responsabilités élargies du producteur, pour toutes ces filières, on a une nécessité d'avoir une fiche produit. Et cette fiche produit, aujourd'hui, elle existe, elle est en vigueur au 1er janvier 2023, donc demain, et elle va être augmentée par le passeport numérique européen, qui est aujourd'hui prévu au niveau européen pour s'étendre à tous les produits qui seront mis sur le marché, en cohérence avec une volonté française d'affichage et d'information du consommateur, mais donc élargie à de nombreux produits. Donc, on est vraiment dans l'œil du cyclone aujourd'hui sur ces problématiques de traçabilité. Merci à tous les deux. Augustin, est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail et nous expliquer en quoi Crystal Chain donc, peut aider une marque à être en règle avec la loi en 2023 et si elle s'est décidée, là, en nous écoutant aujourd'hui, pourrait-elle être prête le 1er janvier 2023? Alors, là, ouais, merci Sophie. Je vais faire une réponse très opérationnelle. Nous, on a sur AGEC, enfin sur la fiche produit, la fiche qu'on appelle la fiche produit AGEC, on a créé une solution clé en main. Donc, voilà, c'est très opérationnel. On a une solution pratique conforme qui permet de collecter les données et les restituer automatiquement sur les sites marchands ou via un QR code. Bon, c'est une solution qui est très pratique, conforme. On a tous les champs pour être en conformité avec ce que demande AGEC. Le sujet ensuite, c'est de se dire, là, on peut aider une marque à être en règle avec la loi en 2023, mais ensuite, c'est est-ce qu'elle pourrait être prête au 1er janvier 2023? Donc là, le sujet, c'est pas tellement la solution qui va permettre de récupérer les données et les restituer, c'est plus comment est-ce qu'on va collecter les informations comment est-ce qu'on va collecter les informations auprès de ses fournisseurs. Et ça, il y a une nécessité d'aller discuter avec l'ensemble de ses fournisseurs, de leur demander des informations spécifiques sur leur traçabilité, mais aussi sur les composants qu'ils utilisent dans chacun de leurs produits pour qu'on récupère ces informations. Donc là-dessus, nous,
moi, je pense qu'au 1er janvier 2023, ça peut être parfois un peu court si on s'y met que maintenant. Mais en revanche, il faut s'y mettre maintenant pour se dire que dans 3-6 mois, on va avoir, collection après collection, on va réussir à récupérer l'ensemble des informations à Jacques. Nous, on peut accompagner, c'est-à-dire accompagner les marques en leur disant voilà comment il faut discuter avec les fournisseurs, voilà les informations qu'il faut leur demander. Mais ce qu'on pense surtout, c'est que il faut pas faire nécessairement appel à des sous-traitants pour discuter avec ses fournisseurs, mais il faut internaliser la compétence. Pourquoi? Parce que ces sujets vont être récurrents. Donc, je dis collection après collection, on va devoir demander des informations au type AGEC à nos fournisseurs, mais ensuite, on va devoir, probablement avec l'affichage environnemental demain, demander des informations supplémentaires. Donc ça nécessite d'avoir vraiment la compétence en interne. Nous, on va vous accompagner pour vous dire quelles informations sont nécessaires, mais ensuite, voilà, vous former au fur et à mesure pour que les marques soient autonomes sur la récupération des informations. Voilà, ces sujets, je pense qu'aujourd'hui, ils vont devenir. Enfin, ma conclusion, c'est qu'ils sont incontournables et il faut qu'il y ait des gens chez chacune des marques, chez chacun des metteurs en marché, qui soient au courant de comment est-ce qu'on va récupérer les informations auprès des fournisseurs. Ok, écoute, merci Augustin. Du coup, on va rentrer encore un peu plus dans ce détail, puisque la loi AGEC va désormais contraindre les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et 25 000 pièces mises sur le marché. Donc, Maître Pelzman et Augustin, que conseillez-vous aujourd'hui aux entreprises qui ne sont pas concernées par ce seuil? Alors, ce seuil, il est évolutif, hein. On est sur une volonté d'élargir nécessairement le scope des entreprises qui vont être impactées par cet affichage environnemental. Donc, sur 2023, les chiffres que vous avez donnés sont parfaitement ceux qui ont été précisés. Donc, 50 millions de chiffres d'affaires et plus de 25 000 unités mises sur le marché, on rentre dans cette obligation d'affichage et d'information. En revanche, 2024, le seuil change puisqu'on passe à un chiffre d'affaires 20 millions et le nombre d'unités se réduit à 10 000. Et pour 2025, c'est les entreprises qui font un chiffre d'affaires à 10 millions et un chiffre d'affaires, et 10 000 unités qui vont être mises sur le marché. Donc, la volonté vraiment, c'est d'emporter dans cette information et cet affichage le plus d'entreprises possible et couvrir le champ le plus possible de produits. C'est exactement ce que je vous disais aussi avec le passeport numérique, c'est que l'idée aujourd'hui au niveau européen, c'est d'adopter un règlement. Alors, petite parenthèse sur l'Europe, un règlement, c'est d'application directe. Alors qu'une directive doit être transposée par les États membres, là, le règlement va s'imposer à tous les États. Et ce règlement qui va s'imposer à tous les États va nécessairement avoir un impact assez rapide puisque va emporter tous les produits. Donc, moi, le conseil que je donne aux entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans le scope, c'est attention, soyez vigilants, prenez le temps justement de pouvoir identifier la chaîne de production, comment sont faits et que contiennent vos produits de façon très large, parce que vous allez nécessairement tomber un jour ou l'autre dans le scope de cette obligation d'affichage. L'autre petit point, c'est à côté de cet affichage environnemental, on a la directive, alors cette fois qui devrait être transposée par les États, qui s'appelle CSRD et qui emporte le plan de vigilance. Et cette directive sur le plan de vigilance, c'est pas du tout la loi AGEC, on est sur une autre logique, mais elle impose aussi une cartographie et de comprendre en termes de produits quels sont les sous-traitants, comment, où est fabriqué le produit et de remonter une cartographie des risques. Et donc, cumulé à cette obligation d'affichage, cumulé à cette obligation de vigilance, on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont être impactés par ces obligations d'affichage. Donc, vigilance et préparation en amont, c'est quand même le maître mot pour ne pas se retrouver dans une situation complexe. De mon côté, moi, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a des marques effectivement pas concernées par les seuils de 2023 qui déjà se mettent à la récupération d'informations pour être en conformité avec les fiches produits AGEC. Donc, il y a notamment des marques qui font partie des groupes multimarques. Donc, dans des groupes multimarques, il y a des marques qui sont au-dessus des seuils, d'autres qui sont en dessous. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est que tout un groupe va se mettre en conformité avec ces fiches produits AGEC. D'un autre côté, il y a aussi des marques qui se disent, attendez, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a des entreprises qui sont en train de bouger sur ce sujet. Moi, je suis pas concerné par les seuils, mais ça veut dire que les consommateurs, ils vont systématiquement avoir ces informations dans les autres boutiques, mais pas dans la mienne. Je vais peut-être potentiellement avoir des questions. En préventif, je me dis, je vais commencer à récupérer ces informations pour dès 2023 les afficher. Potentiellement pas donner de mauvaises indications aux consommateurs en disant, je veux pas être transparent, je veux pas partager ces informations. Parce que le consommateur, a priori, il n'aura pas connaissance des seuils, en tout cas pas en
pas dans le détail qu'on explique ici. Et enfin, il y a un autre sujet, il y a les distributeurs aussi qui exigent ces informations auprès de marques qui sont pas au-dessus des seuils. Donc, dans certaines conditions d'achat, les distributeurs ils vont exiger les informations AGEC à certaines marques. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec certains de nos clients qui sont en dessous des seuils pour 2023, mais qui doivent quand même fournir ces informations à leurs distributeurs. Eh bien, merci à tous les deux. On vient d'avoir une question, je pense que comme il vaut mieux la prendre à chaud, celle-ci. Valérie qui nous demande si le chiffre d'affaires est compris par filière au sein d'une entreprise. Je ne suis pas certaine d'avoir compris la question, mais Oui, non, c'est ça. Est-ce que c'est un chiffre? Oui, en fait, donc je vous ai dit que cette loi AGEC avait donné lieu à de nombreux décrets et en plus des décrets qui ne sont pas toujours très clairs, l'administration a mis en place des FAQ, des foires aux questions, qui pour nous, juristes, ont valeur de référence réglementaire. Donc, dans les FAQ, ce qu'on comprend sur l'analyse du chiffre d'affaires, parce qu'en fin de compte, rien n'est précis encore à ce stade et on y voit un peu flou, c'est le chiffre d'affaires consolidé. Donc qui inclut les filiales, uniquement les filiales qui vont commercialiser des produits en France. Donc, il y a une volonté que le scope soit très élargi et qu'il y ait une acception du terme chiffre d'affaires qui soit le plus large possible. Voilà. L'idée est de ne pas échapper en ayant des chiffres qui soient dans d'autres pays ou autres. C'est une consolidation qui est demandée. Alors, c'est à ce stade, c'est ce qui est prévu et on verra un peu dans la pratique comment tout ça va s'organiser. Ok, super, merci beaucoup. Bon, maintenant, on va passer question moins drôle, enfin, en tout cas moins théorique, et passer aux sanctions. Donc, du coup, ma question est à quoi s'exposent les marques les marques émetteurs en marché, donc qui ne respecteraient pas ces mesures? Oui, les sanctions, elles sont pour l'instant très claires. Donc, ça dénote un peu avec la problématique du scope des entreprises qui sont impliquées par ces obligations. C'est 3 000 € pour une personne physique qui ne respecterait pas les mentions d'affichage et 15 000 € pour une personne morale. Donc, c'est le maximum qui est prévu. Donc, c'est des sanctions qui sont, somme toute, assez encadrées. Ce que l'on sait aussi et ce que nous dit le Code de l'environnement, c'est que ce sont les agents de la DGCCRF qui seront habilités pour venir contrôler ces fiches produits. Donc, des agents qui ont l'habitude de traiter avec les informations consommateurs. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien mis en place. Sauf que moi, je pense que ces sanctions, elles sont juste le haut de l'iceberg. Ce que risque au final le producteur et le metteur sur le marché, c'est le name and shame. Quand Augustin disait que pourquoi il faut anticiper parce qu'on va voir les concurrents qui, eux, vont donner des informations et autres, ça va réveiller un peu le consommateur. Moi, je pense que si des informations sont fausses ou si des informations ne sont pas bien transmises, en termes de réputation et de gestion name and shame pour l'entreprise, ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses. On l'a vu pour certaines sociétés aujourd'hui, plutôt dans le cadre de leur devoir de vigilance dont je parlais tout à l'heure, mais le fait que des revendications environnementales soient fausses ou que certaines allégations environnementales soient erronées et que le producteur insiste dessus pour une sorte de publicité trompeuse, ça a un impact très fort en termes de réputation de certaines marques. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Pardon. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Merci beaucoup pour votre réponse, Maître Pelzman. Donc, désormais, je me tourne vers toi, Augustin, parce qu'effectivement, il y a deux sujets. Donc, il y a la mise en œuvre de ces réglementations et donc les sanctions possibles. Mais il y a aussi les informations potentiellement erronées, volontairement ou involontairement. Et ma question, c'est comment la blockchain aujourd'hui nous aide à éviter ça? Merci. Alors effectivement, nous, chez Crystal Chain, on utilise la blockchain parce que la blockchain a quelques vertus pour la récupération d'informations auprès de ses filières, auprès de fournisseurs. Notamment, c'est les vertus d'immuabilité des informations enregistrées dans une blockchain, d'auditabilité de ces informations et de redatage. On sait quand elles sont enregistrées. Et ces vertus-là, elles sont garanties par la technologie en elle-même. Donc de facto, ces vertus-là, elles vont permettre de responsabiliser les acteurs qui enregistrent des informations. Donc cette responsabilisation des acteurs, parce que les acteurs sont identifiés, les informations qu'ils enregistrent sont auditables, immuables, ça va faire que
priori, les acteurs, ils vont enregistrer des informations qu'ils connaissent et parce qu'ils s'engagent d'une certaine manière sur les informations qu'ils vont partager. Donc, de facto, l'engagement va faire que soit ils vont aller récupérer une information qui correspond à une réalité, en tout cas, ils vont pas enregistrer n'importe quoi. Donc, nous, c'est pour ça qu'on déploie nos solutions de traçabilité en s'appuyant sur la technologie blockchain. Alors, j'ai mis une nuance quand même, il y a un droit à l'erreur, hein. Il est possible d'enregistrer une information, de se tromper en poussant une information parce qu'on en a une mauvaise. Donc, on a quand même une possibilité de modification et de contourner. Enfin, c'est pas un contournement de l'immuabilité, mais on a deux informations immuables qui se succèdent en disant c'est la dernière qu'on va considérer. C'est la mise à jour qu'on va considérer pour présenter à un consommateur. Et ensuite, il y a le sujet plus largement de la vérification des informations partagées. Sur AGEC, on est plutôt sur des informations déclaratives de la part d'une marque ou d'un metteur en marché qui va aller récupérer les informations auprès de ses fournisseurs. Ça va généralement être plutôt déclaratif. Quand on travaille sur des filières où on a tous les acteurs de la filière qui sont mis à bord de cette solution de traçabilité, qui eux vont pousser les informations, on a des possibilités de faire des contrôles de cohérence de volume entre des acteurs adjacents, c'est-à-dire entre une expédition d'une matière et une réception d'une matière dans une autre entité en aval. Et ça permet de contrôler que les informations correspondent et que donc ce qu'on va afficher correspond a priori à une réalité physique. Ok, merci Augustin. On a une autre question, donc on va la prendre également parce elle tombe à pic. Donc Andrea qui nous dit qu'il a une marque textile et qu'à partir de janvier 2023, je n'ai plus le droit d'utiliser certains termes de responsable de l'environnement. Comment je fais pour mes produits qui sont en magasin et qui datent d'anciennes collections? Pareil pour la traçabilité, si certains de mes produits n'ont pas de QR code, qu'est-ce que je risque? Alors, il y a une période de tolérance qui est évidemment octroyée par l'administration. Donc, cette entrée en vigueur, c'est 1er janvier 2023. Il y a les stocks, on a une tolérance de 6 mois pour écouler les stocks. Donc, l'idée, c'est que tous les produits nouveaux qui vont être mis sur le marché devront, au 1er janvier, contenir cette information. Il va y avoir la possibilité de gérer ces stocks différemment pendant une période de 6 mois. Mais passé ce délai-là, il va falloir trouver des solutions ou essayer de rajouter via des étiquetages des QR codes sur les produits. Okay. D'ailleurs, sur le sujet, moi je vais répondre à la question sur les QR codes. Effectivement, a priori, au 1er janvier 2023, les pièces elles sont déjà produites, elles sont déjà dans vos stocks. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a rarement des QR codes déjà apposés sur chacun de ces produits. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un QR code. Enfin, le sujet, c'est qu'il faut que les informations fiches produits AGEC soient accessibles au moment de l'acte d'achat. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que les consommateurs puissent accéder aux informations fiches produits AGEC via un QR code unique pour la marque. Et donc, au travers de ce QR code unique, on va arriver sur un catalogue de fiches produits AGEC qui va nous permettre derrière, au travers d'une barre de recherche, d'accéder aux informations de notre produit. Donc voilà, donc ce qui permet opérationnellement, on sait que ça peut être absolument injouable de mettre un QR code par produit, donc ça veut dire chez tous nos fabricants, on doit avoir des solutions d'étiquetage spécifiques, ça peut être impossible. Mais ce côté catalogue permet quand même d'accéder aux informations. Ouais, et puis il y a aussi la possibilité de dématérialiser ces informations sur un site internet. L'idée qui n'est pas encore très précise, on est dans la mise en place et la mise en œuvre des textes, c'est donc en effet que le consommateur puisse être informé et que cette information elle soit disponible pendant 2 ans qui vont suivre la mise sur le marché du produit. Donc on peut imaginer un site internet dédié, des informations qui sont disponibles et des informations qui sont pas forcément tout de suite sous forme de QR code, mais expliquées le plus possible sur le site internet. Mais le fait est que le travail de traçabilité et de collecte d'informations doit avoir été anticipé pour pouvoir fournir aux consommateurs un minimum d'informations. Exactement. Pour compléter, le QR code, de toute façon, renvoie vers un site web. Ce site web qui soit accessible via un QR code ou via votre site marchand ou via un autre canal, il existe. Ok, merci à tous les deux. Et donc, on va rentrer encore une dernière fois dans le plus désagréable. Mais que risque une marque qui aurait communiqué donc, des fausses informations, même si elle est de bonne foi? Donc, vous disiez, Augustin, tu disais tout à l'heure que c'était du déclaratif.
Même si la marque est de bonne foi, est-ce qu'elle peut se retourner contre son fournisseur? C'est très compliqué, on rentre dans des cas qui sont des cas pratiques. A priori, là, les sanctions dont je vous ai parlé précédemment sont des sanctions administratives qui sont prévues donc par le Code de l'environnement si l'affichage environnemental n'est pas conforme. Maintenant, on peut trouver des sanctions qui sont des sanctions pénales, c'est-à-dire que le producteur qui aurait énoncé des allégations ou des informations qui sont fausses, erronées, ou du moins qui ne sont pas fiables et qui ont vocation à emporter l'intérêt du consommateur peuvent être qualifiés de publicité trompeuse. Et là, on a un arsenal de sanctions pénales très bien établi par la jurisprudence et donc les juridictions savent faire avec cette affaire de publicité trompeuse et on a des sanctions qui peuvent aller de l'emprisonnement à des amendes de 300 000 € sur la publicité trompeuse. Donc, c'est quelque chose qui est très réglementé, très encadré. Pour ce qui est de l'information qui serait de mauvaise foi de la part du sous-traitant, évidemment, il y a la possibilité de se retourner contre ce sous-traitant, il y a la possibilité de prouver qu'il a été de mauvaise foi et d'essayer de se dédouaner, donc je vais dans les grandes lignes, mais essayer d'échapper, entre guillemets, de s'exonérer de cette responsabilité parce que l'information aurait été mal communiquée. Mais pour ça, il y a quand même un moyen d'éviter cette situation qui est une situation qui est très complexe, qui est contentieuse, qui peut être longue. C'est de prévoir dans les contrats avec ses sous-traitants des audits, de vérifier ce qui est fait au niveau de la fabrication et de la production du sous-traitant et d'avoir aussi dans les contrats qui vont vous lier avec votre sous-traitant des obligations de remonter fréquemment des informations pour ne pas se retrouver du jour au lendemain détenteurs de mauvaises informations sans pouvoir les contrôler in fine. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des relations le plus possible transparentes avec ce sous-traitant pour éviter de se retrouver dans une situation complexe. Parce qu'en effet, la personne qui va mettre sur le marché, donc le producteur ou le distributeur, l'importateur, va être la première personne morale ou physique à être recherchée par la DGCCRF et par les autorités de contrôle. Donc, c'est elle qui devra d'abord rendre des comptes et qui aura dans un second temps la possibilité de se retourner contre son sous-traitant si les informations sont en effet transmises de mauvaise foi. Ok, très clair. Et on a eu une nouvelle question de Juliette qui se demande si le QR code, en tout cas si cette information est obligatoirement sous forme de QR code ou est-ce que sur un site ça suffirait, en tout cas de figurer peut-être sur une étiquette ou sur le site internet tout simplement. Alors pareil, encore une fois, on n'a pas d'explication ni de définition très précise sur comment la fiche produit doit être divulguée. A priori, il n'y a pas que le QR code, mais le QR code, c'est une solution qui paraît adaptée au monde du textile par son format, etc. Si ce n'est pas encore prévu, un site internet peut suffire. Ok, très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Donc désormais, on va sortir un peu toute ces questions sur les sanctions, etc. Augustin, donc avec toutes ces informations qu'une entreprise donc récupère grâce à l'accompagnement et à la blockchain, que peut-elle faire de plus? Oui, donc là, c'est plus largement, en fait, je reviens à ce que je disais initialement dans la présentation, enfin, dans mon explication de la traçabilité. C'est une traçabilité complète, exhaustive. Ça devient vraiment le socle pour le pilotage d'une stratégie RSE. Pourquoi? Parce qu'on va capter des informations spécifiques à nos filières et spécifiques aux enjeux qui sont sur chacune de nos filières. Je pense les enjeux, des enjeux RSE qu'il y a sur une filière coton, c'est pas la même que sur une filière de cachemire, par exemple. Donc là-dessus, on va récupérer l'information spécifique aux enjeux de chacune des filières. Et derrière, ça nous permet d'avoir des indicateurs de responsabilité donc spécifiques et adaptés à chacune de ces filières. Donc, par exemple, je parlais du cachemire, c'est peut-être plutôt des enjeux, des indicateurs sur le bien-être animal maîtrisé, alors que le coton, ça va peut-être être plus sur l'environnement. Donc pareil, avoir cette traçabilité complète, ça va nous permettre d'identifier des flux parasites, peut-être des flux entrants qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, parce que on est sur des filières sur lesquelles qui peuvent être labellisées. On n'a pas envie qu'il y ait des matières non labellisées qui rentrent dans nos flux. Idem pour les sortants. On va acheter des matériaux, on n'a pas envie qu'une partie de nos matériaux partent, on ne sait forcément où. Ça va aussi permettre une véritable amélioration de la connaissance des filières, c'est-à-dire une traçabilité complète, ça veut dire qu'on va discuter avec chacun des acteurs, on va vraiment prendre langue avec eux et comprendre comment ils travaillent. Comprendre comment ils travaillent, ça va permettre aussi derrière potentiellement, lorsqu'on a identifié
des éléments sur lesquels on n'est pas très à l'aise, ça va permettre d'améliorer aussi. Ou en tout cas, accompagner pour améliorer les acteurs qui interviennent sur ces filières. On a ensuite des suivis par exemple, de stock de matières responsables. On sait que aujourd'hui, il y a des sujets sur le coton régénératif. C'est très demandé, c'est très prisé, mais c'est très rare. Si on en achète, on veut avoir un pilotage extrêmement fin de ces matières et savoir exactement d'où il vient. Et enfin, il y a des sujets un peu plus loin, plus éloignés de pure RSE, mais on commence à avoir des discussions sur la réduction de droits de douane en prouvant la provenance au travers de nos solutions de traçabilité. Donc nous, on travaille avec certaines marques et on discute avec des acteurs qui sont impliqués sur la réduction de droits de douane et ils souhaitent utiliser ce qu'on a mis en place parce que c'est une très bonne preuve à apporter à des douaniers. Et enfin, surtout, j'en parlais au début et je pense qu'on en parlera après, c'est la préparation des futures réglementations. Johanna en a parlé. On sait qu'il y a d'autres réglementations qui arrivent et avoir ce socle, ça permettra de piocher dedans pour derrière répondre à telle ou telle réglementation. Ok, c'est clair. On viendra après justement sur les nouvelles réglementations. Et en attendant, pour continuer sur la loi AGEC, la loi AGEC, elle est vaste, elle a beaucoup d'articles, elle touche à beaucoup de sujets. Et notamment, elle oblige les entreprises à se pencher sur l'impact de leurs emballages. Maître Belzman, quelles sont précisément ces obligations? Et peut-on répondre aux deux obligations, à savoir vêtements et emballage, sur une même application? Voilà, là, on touche à un sujet qui est très très vaste, qui dépasse la problématique de l'information du consommateur. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on avait, depuis la loi AGEC, de nouvelles filières qui existaient. Et ces filières, en fait, c'est des filières de responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que le producteur, en tant que pollueur, doit payer in fine pour la récupération de son déchet. Une des filières les plus anciennes, c'est celle de l'emballage, qui a été quand même très profondément modifiée par la loi AGEC, quand bien même cette filière, les fameuses boîtes jaunes que vous avez chez vous, poubelles jaunes, existent depuis un certain temps. Donc, cette filière emballage, elle existe. Et pour ça, il faut que le consommateur que nous sommes ait une information sur la possibilité de trier cet emballage. Donc là, je parle vraiment de l'emballage, du suremballage, du carton qui va peut-être accompagner le produit textile lors de sa consommation. Donc, cet emballage que les producteurs vont mettre sur le marché pour commercialiser leur textile, il doit lui-même être récupéré, traité et recyclé le plus possible. Donc, pour ça, il faut informer, et ça, c'est depuis le 1er janvier 2022 obligatoire via ce qu'on appelle le Triman. C'est un logo avec un petit bonhomme et des flèches pour montrer qu'on peut trier ce produit. Ça doit figurer. Et puis, il doit y avoir une information de tri associée à ce Triman très claire pour comprendre où et comment l'emballage doit terminer dans la poubelle, dans quelle poubelle et comment il pourra in fine être recyclé. Ça, c'est vraiment pour la responsabilité élargie du producteur. Pour ce qui est de la fiche produit, donc si vous avez un textile et que ce textile donc est commercialisé avec un emballage, vous devez donc l'emballage est lui-même englobé par cette obligation d'information. Et donc, à ce titre, il faut qu'il y ait dans la fiche produit de façon distincte, mais on peut le mettre sur la même fiche produit, de façon distincte, qu'il y ait cette information sur l'emballage. Et donc, l'emballage, au même titre que le textile, il faudra expliquer la compostabilité ou pas de cet emballage, la possibilité de réemploi de cet emballage, le taux de recyclabilité ou la présence de substances dangereuses de cet emballage. Et ça doit figurer sur la fiche. Il faut bien que pour que le consommateur ne soit pas perturbé, qu'il y ait d'un côté les informations concernant le textile, l'habillement, et de l'autre côté, de façon distincte, mais sur la même fiche, les informations sur l'emballage. Donc, petite parenthèse sur la compostabilité, ce décret qui nous explique comment informer et quel type d'affichage doit être transmis et donné aux consommateurs, il comporte aussi un article, ce décret, qui vient interdire certaines notions. La notion de biodégradabilité, la notion de recyclabilité 100% recyclable, etc. Il y a des mentions qui sont devenues interdites parce qu'elles sont confusantes pour le consommateur. Donc, sur la compostabilité, attention, il faut qu'il n'y ait aucun geste, aucune action du consommateur ou de l'industriel sur le produit pour qu'il soit considéré comme compostable. Donc, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir se retrouver dans un bac à compost sans qu'il y ait une opération de remue ou d'insérer telle et telle bactérie pour que le compost soit efficace, pour que la notion de compostable puisse être effective. Donc voilà,
tous ces éléments, en fin de compte, propres à l'emballage, qui sont complètement autonomes, peuvent se retrouver sur les fiches produits si vous utilisez des emballages. Donc, en fait, vous l'avez compris, je pense, l'idée sous-jacente de cette loi AGEC, c'est qu'il y ait le moins de déchets possibles mis sur le marché. Ce qu'on a beaucoup entendu pendant les travaux parlementaires de la loi AGEC, c'est ce slogan « le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ». Donc, la volonté aujourd'hui, c'est de réduire au maximum les emballages. Quelquefois, on retrouve 4-5 emballages autour d'un seul et même produit. Donc, l'idée, c'est d'éviter l'emballage le plus possible pour limiter le déchet in fine. Parfait, merci beaucoup. Donc, Augustin, juste avant, on parlait de réglementation. Donc, la loi AGEC, certes, c'est une chose, mais effectivement, tous ces sujets de traçabilité, d'impact sont de plus en plus cadrés et sont amenés à se renforcer dans les prochaines années. Comment Crystal Chain, aujourd'hui, aide à répondre à toutes ces réglementations? Alors, effectivement, j'ai parlé des futures réglementations et nous, ce qu'on disait, avoir un socle de traçabilité, avoir systématisé la récupération d'informations, ça va permettre de plus facilement répondre à ces réglementations qui vont agir, qui vont avoir des demandes sur la provenance des produits, l'origine, certaines garanties, les matières utilisées, potentiellement les labels aussi. On voit qu'il y a d'autres réglementations à venir aussi, dont un socle de réponse et la traçabilité. On va avoir l'affichage du score environnemental. Donc, on sait qu'au niveau français, il y a des expérimentations en cours. Il me semble que les rapports ont été rendus. Il y a une méthodologie qui est en cours de définition par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. A priori, les méthodologies, elles vont être publiées courant d'année 2023 avec une obligation d'affichage environnemental à fin 2023. On a la même chose, une réglementation similaire au niveau européen, donc ce qu'on appelle le PEF, Product Environmental Footprint, qui devrait arriver en 2024-2025 sur une obligation, donc ça c'est un peu plus loin. Mais à nouveau, un des socles pour avoir un affichage environnemental spécifique de nos produits, c'est la traçabilité, c'est connaître la provenance de son produit, connaître les matériaux utilisés, puis des informations, des caractéristiques environnementales comme la recyclabilité, l'incorporation de matières recyclées. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler cette semaine, c'est le sujet de la déforestation importée. Il y a eu une réglementation qui a été publiée. Donc dans le secteur de la mode, il y a les filières cuir ou encore la filière de la viscose, dont la matière première est le bois, qui sont concernés. À nouveau, il est clairement spécifié que il faut apporter une preuve de la provenance de ces produits. Donc s'assurer que ça ne vient pas de zones déforestées. On a aussi des sujets au niveau des États-Unis sur le Uyghur Forced Labor Prevention Act. Au niveau européen aussi, des réglementations qui commencent à arriver donc c'est des sujets sur le travail forcé. Prouver que nos produits ne viennent pas de zones dans lesquelles il y a du travail forcé. Donc à nouveau, voilà, je répète, mais tout ça, la traçabilité, ça semble assez clé pour connaître d'où viennent nos produits, comment ils sont faits, par qui, et s'assurer qu'ils ne viennent pas de zones dans lesquelles potentiellement on pourrait être ne pas être conforme avec des réglementations. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est on a AGEC. AGEC, ça semble, c'est vraiment qu'une première étape. C'est qu'une première étape. On voit que la typologie d'information qui va être demandée, le périmètre est assez restreint finalement, parce qu'on a 3 éléments de traçabilité. On n'a pas d'informations spécifiques sur les matériaux utilisés. C'est assez générique à un niveau global produit. Mais ça permet de préparer l'ensemble des acteurs sur la typologie des informations qui va être nécessaire de récupérer demain. Demain, donc, auprès de ces filières. Donc, ça veut dire que ça met tout le monde au pas, les marques, les metteurs en marché, les fournisseurs, pour dire voilà les informations dont on va avoir besoin demain pour être en conformité avec les réglementations d'aujourd'hui, mais surtout les réglementations à venir. Voilà. Ouais, moi je suis complètement en phase, c'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper la tendance et puis on le voit dans les priorités aujourd'hui des Français et des Européens, la transition écologique et les problématiques environnementales sont passées au top niveau avant le pouvoir d'achat, avant certaines autres problématiques, et il y a une volonté du consommateur d'acheter de façon consciente et d'acheter en connaissance de cause, et le mouvement est très rapide et c'est très vite mis en marche, et à partir du moment où il y aura des indications qui auront été claires, nettes et précises de la part de certains fabricants, la tendance va vite être à la suivre, et une volonté du consommateur d'avoir et d'obtenir cette information. Et ce scope va de plus en plus s'élargir. Donc,
à côté de la traçabilité sur les caractéristiques intrinsèques du produit, sur sa recyclabilité, la façon dont il est fabriqué, il va y avoir aussi qui, comment il est fabriqué, jusqu'où on va, pour éviter de se retrouver avec des produits très délocalisés et autres. Et en effet, ce point sur la déforestation est très important, puisque l'idée, c'est vraiment de recentrer une production au niveau local, du bois, du moins. Très clair, merci. On a une question de Jessica qui se demande si les exigences sont les mêmes pour le B2B. C'est-à-dire, Les lois, je ne comprends pas non plus. En fait, la loi s'applique au B2B, donc l'exigence, elle est sur le B2B actuellement. La question est posée telle quelle. Peut-être que Jessica veut préciser sur le chat. On y reviendra après. Mais donc, du coup, pour terminer, donc avant justement de donner la parole plus à l'audience, Maître Pelzman, dernière question. Donc, quelle est la valeur juridique des traces ou du QR code? il n'y a pas de valeur juridique à proprement parler, c'est que c'est un document qui est déclaratif, donc qui va emporter les informations que le producteur aura bien voulu mettre dedans, ou éventuellement les informations qu'il aura obtenues de son sous-traitant. Donc ça n'a pas de valeur juridique autre que celle déclarative et informations qu'on peut y mettre. Mais n'oublions pas que peut y être associé donc toutes les formes de publicité et de communication trompeuse. Donc c'est un document qui est un peu hybride à ce stade, qui a une valeur déclarative, ni plus ni moins. Ok, super. Bah, écoutez, merci à tous les deux pour vos réponses. Je pense qu'on va laisser l'audience vous poser les questions peut-être plus précisément ou alors attendons de voir si certaines personnes souhaitent se manifester. Peut-être que vous souhaitez en attendant compléter, Augustin, Maître Pelzman, sur certains points, revenir sur préciser d'autres aspects. Allez-y, Maître Pelzman, je vous en prie. Oui, non, mais enfin, c'est pas forcément un mot de la fin, mais on attend encore beaucoup de précisions autour de la loi GEC. À côté de la loi GEC, il y a eu la loi climat et résilience qui est en fait issue de la convention citoyenne qui avait été voulue par le président de la République, où 150 citoyens avaient été tirés au sort pour élaborer des recommandations environnementales. Et donc, ces propositions ont été, pour certaines, pas toutes du tout, reprises dans la loi climat et résilience. Cette loi climat et résilience, elle réinsiste aussi sur l'information du consommateur, elle réinsiste sur la volonté d'avoir une disponibilité de l'information en tout temps. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une tendance qui est effective aujourd'hui sur tous les pans de l'économie à une transparence, une effectivité et une recherche d'économie circulaire intrinsèque avec des déclarations qui doivent être en cohérence avec les actions de l'entreprise. Donc, dès maintenant, voilà, je pense que c'est un nouveau pli, c'est une nouvelle philosophie et on ne peut pas se passer aujourd'hui dans le schéma économique de cette contrainte juridique. Très clair, merci Maître Pelzman. Question pour toi, Augustin, de Juliette. Je pense, ça me semble plus s'adresser à Crystal Chain. Comment faire en sorte de tracer l'ensemble des acteurs, notamment les sous-traitants des fournisseurs? En fait, là-dessus, il y a le sujet AGEC. Donc, il y a le sujet de la traçabilité AGEC. Là, on va demander une déclaration de la part de nos fournisseurs de nous donner la provenance des produits. Donc, la charge est au fournisseur. Ensuite, il y a le sujet de la traçabilité plus complète où on va mettre à bord chacun des acteurs. La sous-traitance, c'est souvent complexe d'intégrer les sous-traitants. C'est-à-dire quand on met en place une solution de traçabilité, on met à bord tous les acteurs d'une filière. Les sous-traitants, on a toujours du mal à les mettre à bord. Il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que déjà, les fournisseurs, ils ont pas forcément envie de donner le nom de leur fournisseur. Pas parce qu'ils n'ont pas envie pas parce qu'ils ont pas envie de donner l'info, mais parce que c'est aussi une manière de préserver leur savoir-faire et leur panel de fournisseurs. Et généralement, ce qu'on a, c'est qu'on a de la déclaration de la part des fournisseurs, sur qui sont leurs sous-traitants, comment ils interviennent, à quelle étape de production. Et donc là-dessus, ça suffit. S'il y a un besoin derrière, on peut les mettre à bord. Mais généralement, c'est plutôt, on reste assez léger sur la captation des informations au niveau des sous-traitants. Et puis souvent, c'est des acteurs aussi d'une taille plus modeste que les fournisseurs avec lesquels on va travailler. Donc leur demander un travail supplémentaire pour fournir l'information,
Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ok. Et du coup, moi, je vais vous poser une question. Je vais passer côté audience parce que j'ai une question que je me pose et je pense que c'est plutôt adressé à Maître Pelsman. C'est un point qui est clé et central chez WeTurn parce que aujourd'hui, il existe des certifications, notamment pour la matière recyclée, donc GRS, donc Global Recycle Standard. Les entreprises, les marques aujourd'hui ne jurent que par des certifications. Elles disent je veux du GOTS, je veux du GOTS pour le coton, je veux du RWS pour la laine et je veux du GRS pour le recyclé. Tant que le fournisseur me garantit et me donne un certificat, ça me convient et je ne me pose pas plus de questions. Et nous, on en revient toujours à la même question, c'est de demander à nos clients, mais est-ce que vous savez d'où vient la matière recyclée de votre GRS? Et on nous répond non, et puis de toute façon, on s'en fiche. Sauf que la réalité dans tout ça, c'est que, et ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on peut être GRS avec une matière qui a été collectée en Europe, qui a été recyclée en Asie, qui a été tissée en Inde et qui a été revendue en Europe. Donc, du coup, cette matière recyclée, elle peut avoir un impact pire qu'une matière conventionnelle. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien de faire du recyclé, mais il faut garantir qu'il y ait un impact moindre. Donc, ma question, c'est pour ça qu'on a développé une marque ingrédient où on rajoute un stade un peu au-dessus, c'est que nous, on contrôle toute une chaîne de traçabilité de la collecte de matière à l'éco-conception, parce qu'on est cette seule manière vraiment de garantir l'impact d'une matière recyclée. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce que les réglementations vont pouvoir modifier, en tout cas, est-ce qu'une réglementation est possible pour modifier le cahier des charges ou renforcer le cahier des charges de ces certifications-là pour aller vers plus d'impact? Ouais, non, mais la question que vous posez, elle est fondamentale et c'est vraiment le nœud du problème. C'est la norme sur laquelle va s'appuyer les énoncés du produit. On n'a pas aujourd'hui de normes standards entre les US, la Chine, l'Europe. On a un vrai problème de normes sur laquelle on peut s'appuyer pour revendiquer une allégation environnementale. Donc, vous l'avez dit, hein, c'est l'émergence de multiples labels, c'est l'émergence de plein de normes, etc. Je pense que tout le travail qui va être fait autour du passeport numérique européen et les travaux qui sont actuellement ceux de la commission textile, qui est le premier aujourd'hui à réfléchir sur l'indice et le scoring qui pourrait être mis en place, sont des paramètres qui sont mis en place. L'ADEME aujourd'hui, qui pilote aussi ces questions-là, est très au fait de la problématique du transport et de la problématique de l'impact global du produit sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on réfléchit. Ces normes, elles préexistent pour la plupart, cette volonté globale, du moins européenne, d'avoir un standard en termes d'éco-conception et de fabrication normée. Donc, je pense que progressivement, il va y avoir une norme européenne qui va se dessiner. En tout cas, la Commission et les différents acteurs travaillent tous aujourd'hui à la mise en place de cette norme et elle prendra en considération la chaîne globale du produit, en ce compris le transport et l'impact en termes de GES, bilan carbone, etc. C'est la tendance actuelle, une vision globale. Mais pour l'instant, la norme n'est pas. Merci. Et Youssef, du coup, rebondit sur ma question puisqu'il demande comment bien garantir le lien entre les certificats et le produit final, donc certificat GRS GOTS, car ce certificat dit seulement que le fournisseur a été audité et dispose d'un stock de matière recyclée qui n'est pas forcément le fournisseur direct par ailleurs. Alors, on se rejoint. Ouais, c'est ça. Bah, là, quand même, à partir du moment où il y a un certificat, c'est qu'il y a un organisme tiers indépendant qui vient valider ce certificat. Donc, on peut espérer qu'en termes de traçabilité, on est sur quelque chose de solide. Mais alors après, sur l'amont et sur comment le certificat de votre sous-traitant est obtenu, c'est vrai que c'est des trous dans la raquette. C'est des éléments qui doivent être paramétrés aujourd'hui. Effectivement, moi je rebondis aussi là-dessus c'est-à-dire on peut aller plus loin et à nouveau, il y a effectivement un tiers qui vient certifier. Donc, on parlait de certificats là, notamment GOTS, dans lequel il y a deux certificats qui sont associés à une matière. Il y a le certificat de l'entité, les produits qui peuvent être certifiés, et il y a le certificat de l'ensemble des transactions. Et c'est à nouveau ces certificats de transaction, ils s'appuient sur des éléments de traçabilité. On doit prouver qu'on a utilisé une matière première GOTS pour faire un produit fini GOTS. Mais ça, ces informations, vous allez juste avoir le dernier, en fonction de là où vous êtes dans la chaîne, vous allez avoir le dernier certificat de transaction vous concernant. Vous n'allez pas avoir l'information sur l'ensemble des éléments en amont de ce certificat. Si vous voulez avoir ces informations, à nouveau, ça veut dire mettre à bord l'ensemble des acteurs de vos filières
déjà identifier les acteurs, remonter les filières, les identifier, commencer à discuter avec eux pour se dire, mettons en place une solution de traçabilité pour que moi j'ai la preuve que ce qui est dans ce GOTS provient bien de filières de production biologique. Mais ça veut dire, c'est d'une certaine manière aussi apporter une preuve supplémentaire que ce que peut nous apporter un auditeur, le tierce partie. Oui. Oui, parce que par exemple, dans le cas du recyclé, très concrètement, il y a plein de produits qui intègrent de la matière recyclée aujourd'hui et il n'y a pas l'étiquette GRS sur le produit parce que pour que le logo GRS apparaisse sur un produit fini, il faut que le fournisseur de la matière première soit GRS, le filateur, le tisseur ou le tricoteur, puis le confectionneur. Et la marque aussi doit être GRS. En fait, il faut que toute la chaîne soit certifiée, auditée pour que le logo apparaisse sur le produit fini. Donc, vous pouvez avoir des vendeurs, des marques qui disent ma matière est recyclée sans faire apparaître GRS parce qu'elle n'a pas été auditée et c'est pas pour autant qu'elle donne des fausses informations. Mais il y a quand même des vrais contrôles. Nous, on est GRS et donc on a été soumis à un très gros audit. Nos fournisseurs le sont également et il y a des plateformes. Chaque cabinet qui génère les audits a des plateformes officielles où toute l'information transite dessus. Donc, c'est quand même c'est Textile Exchange qui pilote tout ça. C'est quand même assez, c'est très sérieux. Après, on n'est jamais à l'abri sur certains fournisseurs lointains effectivement, on n'est jamais à l'abri, mais c'est quand même très bien contrôlé. Voilà. On est arrivé à la fin, donc merci à tous, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je modérais, c'était super intéressant. On est ravis, c'est un plaisir. Je ne sais pas si Augustin ou Maître Pelzman, vous voulez clôturer chacun de votre côté avec un petit mot. Alors, bon courage peut-être à tous parce que 2023 c'est très bientôt et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Et je partage le mot de Maître Pelzman, n'hésitez pas. Et bon courage. Merci à tous et très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.